Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des différentes formes de participation politique. Nous avons vu comment celles-ci ont évolué dans un sens où elles se sont enrichies, elles se sont diversifiées, où elles sont aussi tournées vers des organisations moins hiérarchiques, moins rigides, plus souples, et les enjeux aussi concernés se sont progressivement élargis. Néanmoins, on peut quand même garder à l'esprit que s'il existe aujourd'hui une grande variété de formes de participation politique, on reste dans le cadre d'un répertoire d'actions collectives qui est contraint et que certaines formes ne sont pas considérées comme légitimes. Dans cette vidéo, ainsi que dans les deux suivantes, nous allons maintenant nous intéresser aux motivations de l'engagement politique. Après avoir vu le comment, on va maintenant s'intéresser au pourquoi on s'engage en politique, avec une première vidéo qui va essayer de s'intéresser à l'analyse de l'engagement politique comme un choix rationnel. Et ça, c'est ce que je vais approfondir dans un instant. Une première explication de l'engagement politique serait de dire que si des personnes s'engagent en politique, participent à des actions collectives, c'est parce qu'elles y ont intérêt, parce qu'elles cherchent à améliorer leur situation personnelle. Pourquoi est-ce qu'on s'engage contre les réformes des retraites? Pour protéger sa retraite. Pourquoi est-ce qu'on s'engage contre la fermeture d'une usine? Pour protéger son emploi, etc., etc. Alors déjà, on peut se dire que c'est une vision finalement un peu cynique, clairement, et même un peu triste de l'engagement politique. On préfère naturellement imaginer un engagement politique qui est plus généreux, qui ne va pas simplement chercher à améliorer sa situation personnelle. Cependant, autre chose qui peut faire en sorte que cette vision de l'engagement politique est assez triste, c'est que du coup, sur n'importe quelle cause, seules les personnes concernées vont s'engager et vous allez vous engager uniquement sur des causes qui vous concernent. Ça veut dire que peut-être que s'il y a une minorité qui est maltraitée, qui voit ses droits attaqués, seule cette minorité pourra se mobiliser et elle aura du coup peu de soutien, peu de ressources, etc. Donc ça va être un premier problème. Mais en réalité, même quand on reste dans le cadre d'une approche rationnelle, qui est souvent d'ailleurs privilégiée par les économistes, où du coup on cherche uniquement à expliquer des actions par un arbitrage entre les avantages, les gains et les coûts, on se rend compte que expliquer l'engagement politique simplement parce qu'il y a des personnes qui ont intérêt, qui cherchent à améliorer leur situation personnelle en s'engageant, ça marche pas vraiment. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective, mis en avant par le sociologue et économiste américain Manco Olson. Alors qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? En gros, il part de l'idée que quand il y a une action collective, cette action collective, elle va forcément engendrer des coûts. Pas forcément des coûts financiers, même si ça peut être le cas. Lorsqu'on fait grève, chaque journée de grève, c'est une journée de salaire perdu, mais simplement un coût en termes de temps, évidemment, à aller manifester. Si ça prend 2 heures plus le transport jusqu'à la manifestation, voilà, vous sacrifiez 2 heures de votre temps que vous auriez pu utiliser autrement. Et même, finalement, une sorte de coût psychologique parce que il faut en tout cas vous engager, il faut vous intéresser un minimum pour vous investir. Et voilà, signer une pétition c'est fait très rapidement, mais il faut quand même prendre le temps et s'engager un minimum psychologiquement. Donc il y a des coûts à l'engagement politique, mais en réalité les gains de cet engagement, les gains des luttes qui sont menées, profitent à tout le monde. Si une lutte permet d'empêcher la fermeture d'une usine, tous les emplois de cette usine seront sauvés, pas simplement ceux des personnes qui se sont engagées. Si on se bat contre une réforme des retraites, toutes les personnes qui ne sont pas encore à la retraite vont pouvoir profiter de l'annulation de cette réforme, et pas simplement les personnes qui se sont engagées. Donc on a un problème, on a des coûts qui sont supportés uniquement par des personnes qui se sont engagées et des gains qui profitent pas simplement à ces personnes, mais en réalité à tout le monde. Là, le problème, c'est le risque de passager clandestin. Personne en réalité n'a intérêt à s'engager et a au contraire plutôt intérêt à être un passager clandestin, à profiter des efforts faits par les autres et à rester chez soi, tranquille, et à se dire, bon voilà, moi comme ça, je ne m'embête pas à aller manifester, à faire grève, etc. Et en même temps, mon emploi est sauvé, ma retraite est sauvée, etc. Et donc là, voilà ce paradoxe de l'action collective, c'est que du coup, puisque personne n'a intérêt à s'engager, on peut imaginer une situation où personne ne s'engage. Et du coup, en réalité, personne ne profite des gains de l'action. Donc on voit bien là que justement cette approche uniquement par l'intérêt
elle ne fonctionne pas parce qu'en réalité, on peut très bien profiter du coup des gains de l'action collective, des gains de la lutte, sans s'engager et justement du coup en évitant les coûts. On va maintenant voir comment résoudre ce paradoxe de l'action collective. Résoudre le paradoxe de l'action collective, ça peut signifier deux choses. Du point de vue des organisations politiques, le but est de pousser les individus à s'engager, à participer à des actions, malgré ce paradoxe qui les pousse au contraire à ne pas le faire, à profiter des efforts des autres. Du côté des sociologues et des politistes, des chercheuses et des chercheurs, le but est d'expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes s'engagent politiquement malgré ce paradoxe qui les pousse à ne pas le faire. Alors, première explication, l'existence d'incitations sélectives. Et ça, c'est d'ailleurs l'explication apportée par Mancour Olson lui-même. Je vais définir ce que sont les incitations sélectives. Définition. Les incitations sélectives sont des avantages qui ne profitent qu'aux personnes qui se sont engagées politiquement. Je répète, les incitations sélectives sont des avantages qui ne profitent qu'aux personnes qui se sont engagées politiquement. Donc voilà la définition d'incitation sélective. Donc on comprend bien comment est-ce que ces incitations sélectives permettent de résoudre le paradoxe de l'action collective. Certes, l'action collective va avoir des avantages si elle réussit à l'emporter, si elle réussit à gagner, qui vont profiter à tout le monde. Mais à côté de ça, vous allez avoir certains avantages qui vont être réservés aux personnes qui se sont engagées, aux personnes qui éventuellement font partie d'une organisation politique. Pour vous aider à mieux comprendre encore cette notion d'incitation sélective, je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, les syndicats peuvent offrir à leurs membres des services particuliers en termes d'aide, de conseils, éventuellement aussi des aides sociales, notamment pour les personnes qui participent à une grève, leur dire vous faites partie d'un syndicat, vous avez participé à une grève, dans ce cas vous pouvez bénéficier de la caisse de grève et peut-être pas avoir en tout cas l'équivalent de la journée de salaire que vous avez sacrifié, sûrement pas, mais en tout cas au moins avoir une partie du salaire que vous avez perdu. Et ça, les caisses de grève, ça va jouer un rôle très important, notamment pour s'assurer que la grève dure longtemps. Du côté aussi des partis et des postes politiques, notamment dans certains pays, c'est le cas par exemple aux États-Unis avec la culture de ce qu'on appelle le spoil system, et si vous voulez traduire littéralement, c'est le système des dépouilles, où en gros il y a pas mal de postes administratifs qui sont à la discrétion, à la libre volonté des responsables politiques. Les responsables politiques peuvent nommer à peu près qui ils ou elles veulent à ces postes-là. Et donc l'habitude, la tradition, c'est de nommer du coup des personnes qui vous ont soutenu, qui font partie de votre parti politique. Ce qui fait qu'à chaque alternance, à chaque fois que le parti politique en place, en responsabilité change, il y a tous ces postes qui changent et voilà, on passe des démocrates aux républicains, bah voilà, tous les démocrates sont virés et on les remplace par des républicains. Comme ça, voilà, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont vous soutenir parce que ces personnes pourront ensuite avoir accès justement à ces postes qu'elles n'auraient pas accès à. Voilà. Quand un parti arrive au pouvoir, le parti que vous soutenez, vous allez profiter des politiques qui sont mises en place, même si vous êtes contenté de voter pour lui et que vous n'avez pas milité. Mais si vous êtes engagé de façon plus active, vous allez peut-être même avoir accès du coup à un de ces postes-là. L'exemple des syndicats est aussi un très bon exemple pour analyser le paradoxe de l'action collective, car notamment en France, mais aussi dans un certain nombre de pays, les accords négociés par les syndicats profitent en réalité à tous les travailleurs et les travailleuses concernés, donc tous les travailleurs et travailleuses de l'entreprise concernée, éventuellement de la branche d'activité, même si elles et ils ne font pas partie d'un syndicat. Donc là, on a vraiment paradoxe de l'action collective. Le syndicat va se battre, va se mobiliser pour des mesures qui en réalité vont profiter même à tout le monde, même à des personnes qui ne font pas partie de ce ou ces syndicats. Et du coup, pour résoudre ce paradoxe de l'action collective, pour pousser les gens à faire partie d'un syndicat et à agir dans le cadre de ce syndicat, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez justement faire en sorte que les accords négociés par les syndicats ne profitent qu'aux membres des syndicats, éventuellement qui profitent aux autres, mais pas de façon aussi pleine, pas de façon aussi importante. Ou vous pouvez dire, voilà, les accords négociés profitent à tout le monde, mais à côté de ça, justement, on vous offre certains services ces services-là sont réservés aux membres du syndicat. Vous avez des systèmes comme ça, notamment en Suède et en Belgique.
ce qui explique le taux de syndicalisation beaucoup plus élevé dans ces pays qu'en France, où il n'y a pas une telle culture, où au contraire ces services sont généralement confiés à d'autres organisations et où les accords négociés par les syndicats en effet profitent à tout le monde. Dans la perspective des incitations sélectives, on peut aussi envisager la mise en place de sanctions contre les personnes concernées qui ne s'engagent pas. Voilà, vous êtes concerné par le combat, vous avez fait le choix de ne pas vous engager, on va directement vous sanctionner pour en réalité vous pousser à vous engager. Le problème avec ça, c'est que c'est globalement plus facile dans les petits groupes où on peut facilement vérifier qui s'est engagé, qui ne s'est pas engagé. Dans les grands groupes, c'est beaucoup plus compliqué. Le problème ici, c'est que les élites, les groupes dominants, ont tendance plutôt à être des petits groupes, des plus petits groupes en tout cas, que les masses et les milieux populaires. Les travailleurs et travailleuses, par exemple, il y a beaucoup moins de chefs d'entreprise que de travailleuses et travailleurs. Donc du coup, ça veut dire que l'action collective est beaucoup plus facile pour les groupes dominants, pour les élites, que pour les masses dominées. Et là, ça pose un problème d'inégalité qui explique qu'en dehors d'avoir plus de ressources, qui est la définition des groupes favorisés, des groupes dominants, en plus, leur situation, le fait que ce sont des plus petits groupes, fait qu'ils arrivent plus facilement à s'organiser et à agir ensemble. Autre moyen de résoudre le paradoxe de l'action collective, qui est un peu finalement dans le prolongement de cette idée des incitations sélectives, c'est l'existence de rétributions symboliques. Alors, en gros, les économistes, sociologues et politistes qui ont cherché à résoudre le paradoxe de l'action collective ont progressivement élargi la notion d'incitation sélective, en disant peut-être qu'il n'y a pas des avantages matériels, mais on peut retrouver des avantages symboliques. Le problème, c'est que là, on s'éloigne clairement de la notion d'incitation sélective qui, elle, est quand même centrée sur des avantages matériels. Donc, on préfère utiliser la notion de rétribution symbolique qui va désigner globalement tous les avantages symboliques, affectifs, sociaux dont profitent les individus du fait de leur engagement. Derrière cette idée de rétribution symbolique, on retrouve par exemple le fait qu'on a une identité plus positive, une peut-être meilleure image de soi lorsqu'on s'engage, lorsqu'on fait justement preuve d'altruisme. L'engagement politique peut aussi être un facteur d'intégration sociale. Vous faites partie d'un groupe, d'une organisation, vous rencontrez des gens et vous nouez des liens qui peuvent d'ailleurs se poursuivre au-delà de l'engagement politique. On peut aussi évoquer le contrôle social, les valeurs et les normes qui sont en vigueur dans votre environnement social et qui peuvent vous pousser du coup à vous engager. Si vous avez par exemple beaucoup de personnes autour de vous qui s'engagent, qui font partie d'une organisation politique, vous allez être poussé en fait par un mécanisme de conformité sociale à vous engager aussi. Et au contraire, si vous ne vous engagez pas, vous allez avoir une sanction qui va être symbolique, mais vous allez clairement vous sentir en décalage par rapport aux autres qui en plus vont souvent avoir des discussions par rapport à l'engagement politique, discussions dont vous serez de fait exclu. Donc là, clairement, je ne veux pas dire qu'il va y avoir des sanctions qui vont être volontaires, qu'on va forcément vous regarder mal, dire du mal de vous, dire « Ah bah toi, tu t'es pas engagé, on veut plus te parler, etc. » Non, je ne vais pas aller sur une version aussi caricaturale, on sait jamais, ça peut arriver, mais simplement dire que vous n'allez pas être totalement intégré si vous faites partie d'un groupe qui s'engage et que vous-même n'êtes pas engagé. Donc là, c'est pour ça qu'on retrouve globalement l'idée que dans certains milieux, l'engagement va être plus fort et que plus globalement, plus vous connaissez de personnes engagées politiquement, plus vous avez vous-même de chances de vous engager. Mais justement, cette question des inégalités d'engagement politique, notamment selon le milieu social, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. En attendant, bonne journée!